Bonjour mes amis investisseurs. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment fonctionne l'inflation, comment on peut s'y protéger contre l'inflation et quels sont les 4 cycles d'inflation dans l'économie réelle. Si vous êtes ici pour la première fois, bienvenue, je suis Michael Ravaneda, je suis ingénieur, analyste financier, je suis brésilien, d'où vient mon accent et dans cette chaîne, on discute les sujets de l'investissement à long terme. N'oubliez pas de liker la vidéo, de s'abonner à la chaîne et laisser un commentaire ci-dessous si vous avez quelques questions. À ces moments, on se parle beaucoup par rapport à la perte du pouvoir d'achat. À ces moments, le gouvernement américain et l'Union européenne injectent beaucoup d'argent dans l'économie. Beaucoup se parlent de l'augmentation de l'inflation. Donc, comment on peut se protéger de l'inflation qui peut commencer à augmenter à partir de cette année jusqu'aux prochaines années? L'inflation, c'est la perte de pouvoir d'achat. C'est l'augmentation généralisée des prix. Mais la question qu'on se pose, c'est quoi la cause de l'inflation? L'inflation elle est causée par les déséquilibres entre l'offre et la demande. Si la demande pour un produit ou pour un service excède l'offre et que les producteurs ne peuvent pas ou veulent pas augmenter la production, alors cet excès va conduire à l'augmentation des prix. Donc imaginez qu'il y a une certaine quantité de personnes intéressées par un service ou un produit, mais les gens qui peuvent fournir ces services ou produits ne sont pas intéressés à augmenter la production de ces produits ou services. Donc du coup, il va y avoir beaucoup de gens intéressés, ce qui va faire les prix augmenter naturellement. L'inflation peut augmenter aussi à cause des autres phénomènes macroéconomiques, mais pour l'instant, on va rester avec cette définition. Et j'ai une mauvaise nouvelle pour ceux qui laissent encore l'argent dormir dans les livrets A. Comme vous pouvez voir dans l'image suivante, depuis 2018, l'inflation est plus élevée que les livrets A. Ça veut dire que laisser de l'argent dormir dans la banque, c'est la même chose que perdre de l'argent. Beaucoup de gens ont peur de commencer l'investissement dans la bourse, dans l'immobilier, dans les cryptos, etc. parce qu'ils ont peur de perdre de l'argent. Mais déjà, laisser l'argent à côté, c'est une manière de perdre. Car à chaque année qui se passe, on perd en moyenne entre 1 et 2,5% de notre pouvoir d'achat. Ça veut dire que si on laisse l'argent dormir dans la banque pendant 10 ans par exemple, on va perdre entre 10 et 30% de notre pouvoir d'achat. Donc avant de vous expliquer comment vous pouvez protéger votre pouvoir d'achat, votre épargne de l'inflation, j'ai besoin de vous expliquer les 4 cycles économiques de l'inflation dans la macroéconomie. Donc on va utiliser l'image suivante pour que ça devienne plus pédagogique. Je vais expliquer les 4 cycles. Déjà, on va commencer avec la partie à gauche en haut. Comme vous pouvez voir déjà, ces graphiques est divisé en hausse de l'inflation en haut, baisse de l'inflation, à gauche on a la baisse de la croissance et à droite on a la hausse de la croissance. On va commencer avec la partie gauche en haut, les stagnations et la crise inflationniste. Donc ça veut dire que les marchés il va avoir une baisse de croissance et avec une hausse de l'inflation. J'ai besoin d'expliquer chacun de ces 4 cas parce qu'après je vais vous montrer quels sont les types d'actifs plus recommandés sur chaque cas d'inflation ou de déflation dans l'économie et comme ça je vais vous expliquer à la fin comment vous pouvez vous défendre avec des ETF qu'on va acheter pour se protéger contre l'inflation. Donc déjà, c'est quoi les cycles de stagnation ou crise inflationniste? C'est quand les marchés il a une baisse de la croissance et une hausse de l'inflation. Déjà, les stagnations peuvent intervenir suite à une crise économique majeure. Pour relancer la croissance, la banque centrale ou le gouvernement d'un pays, il peut faire en fait une politique monétaire expansionniste. Ça veut dire qu'ils vont simplement imprimer de l'argent, injecter de l'argent dans la société pour essayer de faire partir l'économie. C'est ce qu'on appelle souvent des quantitative easing. C'est l'injection massive des monnaies dans les marchés. Cette croissance monétaire peut alors générer une forte inflation et si la croissance économique n'est pas au rendez-vous, alors une période de stagnation peut s'installer. Un exemple de stagnation économique avec une inflation élevée, c'était les chocs pétroliers des années 70. Donc des choses importantes ont se passé dans cette époque, les ralentissements de l'économie après 30 ans de hausse après la Deuxième Guerre mondiale et aussi l'augmentation massive du prix du pétrole. Donc l'augmentation du prix du pétrole va toucher la majorité des services et produits, ce qui fait augmenter l'inflation, ça fait augmenter les prix généralisés des produits, mais avec les ralentissements de l'économie. C'est ça qu'on appelle la stagnation ou la crise inflationnaire. Si on revient sur l'image précédente, maintenant on va voir les stagnations, la crise désinflationniste. C'est quand les marchés il va avoir un ralentissement de l'économie, mais sans avoir une inflation élevée. L'inflation elle va être contrôlée. On va voir ces cas quand l'offre d'un produit est supérieure à la demande. Vous imaginez si on a beaucoup d'un produit et peu de personnes intéressées, les prix de ces produits peuvent diminuer, donc on va diminuer l'inflation. Donc ça veut dire que l'argent va pouvoir acheter encore plus de services et produits. Et si l'inflation va diminuer, les prix des produits vont diminuer, ça va pas attirer les gens à la consommation. Les gens vont pas être stimulés à dépenser car si les prix diminuent et la prévision pour l'année prochaine c'est pas des croissances des prix, les gens vont toujours laisser pour les lendemains l'achat des produits. Ce qui fait aussi diminuer la production industrielle. Du coup, c'est un cas de stagnation ou une crise financière mais avec une déflation où les prix vont pas augmenter.
On revient sur l'image une troisième fois. Maintenant, on va voir les cas à droite, en bas, que c'est les bull run des inflationnistes. Bull run, ça vient de l'anglais, c'est un terme en fait que ça veut dire la croissance, la hausse de marché. Mais dans ces cas, on va avoir une hausse de marché sans l'augmentation de l'inflation. C'est le cas des années 80. On a eu une croissance économique formidable, sans gros impact sur les prix des biens et consommations, car l'offre et la demande étaient équilibrées. C'est un cas bien rare de se passer dans l'économie réelle. Si on revient sur l'image, maintenant on va voir les cas qu'on est maintenant. C'est les bull run inflationnistes. Ça veut dire qu'on est dans les marchés en croissance, mais avec une augmentation de l'inflation. Dans ces cas, les marchés en hausse, mais grâce partiellement à l'injection monétaire dans l'économie. Cette injection fait augmenter les prix des biens et la demande est supérieure à l'offre. Donc, c'est un cas où on a la croissance de l'économie, mais aussi en même temps, on a une injection massive d'argent. C'est quantitative easing. Elle vient du fait qu'on a passé par une pandémie mondiale. Donc, les États ont essayé d'aider l'économie en injectant de l'argent dans la société. Donc là, on a vu les 4 cycles de l'inflation. Maintenant, je vais vous montrer quel type d'actif peut tomber bien dans chaque cycle économique qu'on va vivre avec l'inflation. Dans l'image suivante, vous pouvez voir en fait chaque type d'actif qui tombe bien dans chaque cas économique. Donc, par exemple, dans les cas où on est maintenant, c'est les bull run inflationnistes, donc c'est les cas à droite en haut, c'est indiqué d'acheter des TIPS. TIPS, ce sont des obligations liées à l'inflation. Ou par exemple, vous allez emprunter à l'État 1000 $ et l'État va vous promettre de payer 2% plus l'inflation. Du coup, en fait, si l'inflation va être 8%, vous allez recevoir 2% que l'État a promis de payer comme intérêt, plus les 8%. Si l'inflation, ça va être 1%, l'État va vous payer les 2% qu'il a promis comme intérêt, plus les 1% de l'inflation. Ça veut dire en fait que vous n'allez jamais perdre les pouvoirs d'achat, car toujours l'État ou la société que vous avez emprunté, que vous avez acheté l'obligation, va toujours payer l'inflation indexée. Il y a des autres types d'actifs qui peuvent se bénéficier de l'inflation en hausse aussi, comme les matières premières, les dettes des pays émergents, les secteurs des luxe et des consommations par exemple. Ce sont des secteurs qui ont des marges très élevées. On sait que ce sont les personnes plus à l'aise qui vont continuer à acheter ces types de produits. Du coup, même avec une inflation et l'augmentation généralisée des prix, ceux qui sont plus à l'aise, ceux qui sont riches vont continuer à acheter des produits de luxe sans problème. Et aussi, on a que toutes les actions vont bénéficier de l'inflation dès que l'inflation soit pas élevée. Normalement, si l'inflation reste à moins de 3%, toutes les actions vont se bénéficier. C'est pour ça qu'on a une croissance dans la bourse. Les problèmes arrivent quand cette inflation commence à être supérieure à 3%, à 4, 5%, car là, ça va toucher aussi les taux d'intérêt d'obligation, ça va être plus complexe économiquement et du coup, ça va être dangereux pour la bourse et c'est pour ça qu'il faut penser à investir dans les obligations liées à l'inflation. Au moins, on est sûr de ne pas perdre l'argent. Du coup, je vais consacrer la continuation de cette vidéo par rapport aux tips, les obligations liées à l'inflation. On peut acheter en fait des obligations liées à l'inflation dans les marchés américains, dans les marchés globaux, comme je vais vous montrer avec un ETF, et dans les marchés européens. Du coup, c'est quoi les obligations? Les obligations sont un type de dette, une dette de l'État ou dette des sociétés. Imaginez qu'à la place d'aller à la banque demander de l'argent, l'État français, l'État brésilien, l'État américain, il va simplement dans les marchés financiers, ils font une promesse de payer une dette aux investisseurs. Du coup, nous, comme particuliers, on peut emprunter l'argent à l'État. Donc, dans l'exemple que j'avais donné précédemment, 1000 $, et l'État va nous promettre de payer un taux d'intérêt. La même chose quand on va à la banque et on demande un crédit. On va payer les intérêts à la banque. Mais dans les cas des obligations, c'est à nous de donner l'argent à l'État et c'est l'État qui va nous payer les intérêts. Dans ces cas, quand on dit que c'est un TIPS ou un type d'ETF indexé à l'inflation, ça veut dire qu'on va recevoir toujours un intérêt lié à la valeur de l'inflation. Plus l'inflation va augmenter, plus en fait on va recevoir. Donc si l'inflation va augmenter beaucoup, notre rendement va augmenter beaucoup. Si l'inflation reste stable, notre investissement va rester stable aussi, donc on ne va pas gagner avec. Du coup, ce type d'investissement, c'est vraiment pour se protéger contre l'inflation. Du coup, maintenant, je vais vous montrer 3 types d'ETF que vous pouvez utiliser pour se protéger contre l'inflation. À la fin, je vais expliquer les avantages et les inconvénients. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, n'oubliez pas de liker la vidéo et de poser vos questions ci-dessus. Je vais répondre à toutes les premières questions de cette vidéo. Les premiers ETF qu'on peut utiliser pour se protéger de l'inflation, c'est un ETF des iShares. C'est l'ETF iShares Global Inflation Linked Government Bonds. Cet ETF coûte actuellement 186 $. C'est un ETF qui cherche à répliquer la performance d'un indice composé des obligations de l'État sur plusieurs pays développés du monde entier. Et toujours ces obligations sont liées
à l'inflation. Vous pouvez voir que la performance cumulée depuis 10 ans, c'est des 30,87%. Donc, si on prend de 2011 à 2021, c'est ça la performance accumulée qu'on possède. Si on regarde la performance annualisée, ça veut dire que les 10 dernières années, c'est comme si on avait gagné 2,73% par an. Vous pouvez voir que c'est pas une rentabilité des fous. Bien sûr, c'est pas une action ça, c'est une obligation. Comme vous avez vu, cet ETF, il s'appelle iShares Global Inflation. Ça veut dire qu'avec cet ETF, on va se protéger de l'inflation dans la moyenne du monde entier des pays développés. Du coup, les États-Unis, le Canada, l'Europe, l'Australie, le Japon, etc. Du coup, c'est un ETF qui protège l'inflation de niveau global et à les côtés $1. Je vous montre maintenant les graphiques des 5 dernières années de cet ETF. Vous pouvez voir qu'elle est volatile, mais beaucoup moins volatile que les actions. Par exemple, pendant la chute de Covid, elle est tombée environ 10% contre 35% des chutes de marché. Ça, c'est un comportement normal pour les obligations. Normalement, les chutes des obligations, c'est 3 fois plus petite que les chutes des actions. Mais aussi la hausse est beaucoup plus limitée car on avait discuté, c'est pas une action. On n'achète pas une partie d'un business. On achète en fait une dette que l'État ou les sociétés vont avoir vers nous. Depuis la chute de Covid, la récupération de cet ETF était de plus ou moins 33%. Donc une hausse de 33% pour une obligation, c'est très intéressant, surtout qu'on a attendu des inflations très élevées et c'est pour ça en fait que cet ETF a pris beaucoup de valeur depuis. Je vais montrer maintenant quelques points clés de cet ETF. Vous pouvez voir qu'il a plus de 1 milliard de dollars investis dedans, donc la liquidité elle est très importante. Les niveaux des frais annuels c'est de 0,20%, c'est que c'est bien acceptable. Pour chercher cet ETF dans les courtiers français, il faut taper IGIL. Donc cet ETF est coté dans la bourse de Londres, donc faites attention aux frais que vous allez acheter dans les marchés de Londres. C'est un type d'obligation physique, ça veut dire qu'il possède vraiment les titres des dettes des États, des dents. Et du coup, il y a les codes ISIN que je vais laisser aussi dans la description de la vidéo. Si on regarde les obligations de quels pays sont dedans, on voit que les États-Unis pèsent 44% de cet ETF d'obligations, les Royaume-Uni 30%, la France 8%, l'Italie 5%, le Japon 2%, l'Allemagne 2,6%, l'Espagne 2%, le Canada 1,72%, les autres pays vont peser moins de 1% dans cet ETF. Et aussi si on voit la notation de l'obligation, c'est quoi la notation d'obligation? Et du coup, toujours qu'on reste dans les niveaux A, c'est bien, si on descend au B, c'est intermédiaire, et niveau C, c'est dangereux. Cet ETF il est classifié, comme vous pouvez voir, 50% des dettes qui sont dans cet ETF sont AAA, donc c'est la meilleure classification. Ensuite, on a AA, du coup 2 fois A, 38%. Après, on a A avec 4,79%. Et notation BBB, qui c'est une notation intermédiaire à mauvaise, c'est seulement 5% de cet ETF. Donc, c'est un ETF avec une bonne qualité d'obligation. Donc, faites attention, cet ETF est disponible dans les CTO, dans les comptes titres, dans les marchés anglais. Avec Bourse Directe, par exemple, vous pouvez acheter cet ETF. Si l'ETF précédent il était un ETF de protection contre l'inflation de manière globale, sur beaucoup de pays, les États-Unis, l'Europe, etc. Maintenant, je vais vous montrer un ETF que vous pouvez utiliser pour se protéger contre l'inflation simplement dans les territoires européens. C'est l'Elixir Core Euro Government Inflation Linked Bond. Cet ETF, il a un frais de 0,09% par an, c'est que c'est presque gratuit. Aussi, il possède une liquidité très importante de presque 1 milliard d'euros d'investissement. Si je vous montre en fait la performance, vous pouvez voir que la performance depuis les années 2011 jusqu'à 2021, du coup 10 ans, c'est d'environ 45%. Du coup, ça va faire en moyenne 2,8, 2,9% de rentabilité annualisée par an aussi. C'est très proche de ce qu'on a vu sur les premiers ETF que j'ai vous expliqué tout à l'heure. Je vais vous montrer quelques détails techniques maintenant. À gauche, vous pouvez voir la répartition par maturité. C'est quoi? Si on a une dette, toutes les dettes, elles ont des échéances. On peut voir des dettes de 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans. Du coup, vous avez en fait la répartition des dettes sur plusieurs années. Il y a une partie de la dette qui c'est de 1 à 3 ans, de 3 ans à 5 ans, et etc. Du coup, elle est bien diversifiée en termes de maturité. Et si on voit la répartition par notation, on voit qu'une minorité, c'est la classification maximale de fiabilité, que c'est AAA, c'est 13,9%. AA, c'est 44% et A, 3%. On a BBB à 40%. Donc, c'est un ETF qui va avoir en fait une qualité des dettes moyenne. Et pourquoi? Il y a beaucoup de pays qui restent dans les BBB et c'est pour ça qu'on a en fait 40% des obligations qui est dans ces cas intermédiaires de fiabilité. La devise de cet ETF, bien sûr, c'est l'euro car on investit sur les obligations des États européens. Par rapport à la répartition des pays, vous pouvez voir que la France pèse 44%, l'Italie 30%, l'Allemagne 13% et l'Espagne 11%.
C'est l'Italie et l'Espagne surtout qui fait diminuer en fait le niveau des notations à BBB de ce type d'obligations. Un peu plus de détails techniques, vous pouvez voir que la liquidité est importante de 900 millions d'euros. La liquidité c'est très importante. Je vais laisser une vidéo ci-dessus où j'explique 5 facteurs importants à regarder pour acheter un ETF où la liquidité c'est un des facteurs importants à analyser. Aussi, vous pouvez voir que le niveau des frais, comme j'avais dit, c'est très faible, c'est des 0,09%. C'est un ETF de type direct, ça veut dire qu'ils achètent directement les dettes des États. La devise, c'est l'euro et les intérêts de la dette, bien sûr, sont réinvestis dans les propres ETF. C'est pour ça que c'est une politique de distribution des capitalisations. Cet ETF, il est coté en France. Du coup, si vous cherchez par exemple sur Bourse Direct, vous allez trouver directement cet ETF où vous pouvez acheter avec les comptes titres. Il est coté en France, au contraire du premier qui est coté à Londres. Et si vous n'êtes pas intéressé à acheter un ETF de protection globale ni un ETF de protection au niveau Europe, vous préférez plutôt acheter un ETF de protection contre l'inflation des États-Unis, il y a cette option aussi, c'est l'Elixir Core US Tips. C'est les classiques des obligations de protection contre inflation. Il coûte maintenant une partie 22 $. Je vais vous montrer les graphiques des rentabilités. Vous pouvez voir que cet ETF, les cotés, ça fait pas longtemps chez Elixir. Et depuis janvier 2020, il a eu une hausse de 12%. Je vais vous montrer quelques caractéristiques importantes. À gauche, vous pouvez voir les maturités. Du coup, en fait, la dette, elle est divisée sur plusieurs plages d'années. C'est que c'est très bien. Aussi, si on regarde à droite, on voit la répartition par notation, qui est 5% des dettes qui sont dedans sont au niveau AA, c'est excellent un niveau des notations d'une obligation. On a qu'il y en a plus de 4 milliards de dollars investis dans cet ETF, ce qui fait une bonne liquidité. Les taux des frais annuels, c'est des 0,09%, donc c'est presque gratuit. C'est un type d'ETF qui investit de forme directe sur les dettes. Cet ETF, il est coté à Londres. Du coup, vous pouvez acheter avec un compte titre chez Bourse Direct, par exemple, mais il faut payer en fait les frais d'un achat sur les marchés anglais. Maintenant, je vais vous expliquer que les avantages, les inconvénients, à qui servent les obligations et qui sont les gens qui ne sont pas obligés d'acheter les obligations pour faire une bonne diversification. Si vous avez déjà lu quelques livres d'investissement classiques, surtout les livres américains, toujours ils vont recommander d'avoir un portefeuille 60% actions, 40% obligations ou 70% actions, 30% obligations. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce sont des types d'actifs qui sont décorrélés. Si les marchés de la bourse, si les actions sont en hausse, il va gagner de la valeur et du coup, les poids des actions dans le portefeuille va prendre de la valeur et du coup, les 70% qu'on avait établis au début va augmenter. Du coup, après une année, on va rééquilibrer. Du coup, on va garder la plus-value qu'on a fait avec les actions et on va acheter des obligations. La même chose pendant les crises. Du coup, les actions vont perdre de la valeur. On va du coup vendre un peu des obligations pour acheter des actions avec un prix moyen moins élevé et du coup, on fait comme ça et on est gagnant à long terme. Ça, c'est un portefeuille classique. Du coup, si vous voulez avoir un portefeuille classique, bien sûr, vous pouvez avoir des obligations et des actions. Quelques avantages d'avoir en fait des obligations dans les portefeuilles. Avoir des obligations sert surtout pour les gens qui ont une aversion au risque très élevée. Du coup, elles vont pas avoir la volatilité des actions, mais aussi la rentabilité va pas être élevée. Dans les cas de cette vidéo, on a vu que des obligations qui sont attachées à l'inflation. Il y a des autres types d'obligations que je peux faire une vidéo par rapport aussi. Si vous êtes intéressé, laissez un commentaire ci-dessous cette vidéo. Je considère aussi que pour ceux qui ont plus de 100 000 € dans la bourse, il est très intéressant d'avoir des obligations simplement pour diversifier les portefeuilles. Il est très intéressant de commencer à diversifier parce que quand la bourse ne va pas bien, les obligations ont la tendance de performer mieux et vice-versa. Et de cette manière, vous ne mettez pas tous les œufs dans les mêmes types d'actifs. On parle toujours de diversification géographique, sectorielle, etc. Mais il faut parler aussi des diversifications d'actifs. Et du coup, avoir des types différents d'actifs, ou même 3 ou 4, comme l'immobilier, l'action et les obligations, va diversifier beaucoup plus votre patrimoine. Et pour moi, les cas plus importants pour avoir des obligations, c'est si vous êtes proche de la retraite ou de l'indépendance financière. Si vous pouvez d'aucune manière perdre de l'argent, c'est beaucoup mieux de laisser une partie de l'argent dans les obligations. Si les marchés là, chutent, bien sûr, on a vu que la bourse peut chuter 30 ou 40%, les obligations vont chuter entre 10 et 15%, ou même moins que ça. Donc la chute des obligations est plus petite que la chute des actions. Donc c'est que c'est cool pour quelqu'un qui veut protéger les patrimoines qui sont déjà à la retraite. Quelques inconvénients des obligations. La rentabilité est limitée. Vous n'allez pas atteindre quelque chose de plus de 4 ou 5%. Vous allez trouver plus que ça seulement avec des obligations avec des notations mauvaises comme BBB, BB ou même CC. Mais l'objectif des obligations, c'est pas rentabiliser, c'est assurer le pouvoir d'achat. Du coup, chaque actif va avoir son objectif. Vous n'allez pas devenir riche avec les obligations, vous allez protéger ce que vous possédez déjà avec les obligations.
Les obligations aussi ne servent pas à utiliser à court terme. Imaginez que vous allez avoir en moyenne entre 2 et 4% par an pour protéger les patrimoines. Si vous allez vendre en fait l'obligation, vous allez payer les impôts. Il n'y a aucun intérêt de protéger les portefeuilles à court terme. On est toujours intéressé à protéger et garder en fait les obligations. Comme j'avais dit, sur un portefeuille classique, on est intéressé de faire l'équilibre une fois par an. Du coup, vous allez toucher pour faire quelques achats ou ventes une fois par an. Du coup, si vous voulez jouer à court terme, l'obligation n'est pas faite pour vous. Même les actions, je dirais. Si vous avez un portefeuille petit de moins de 10 000 euros, vous n'êtes pas obligé d'investir dans les obligations. Je considère qu'à partir des 50 000 euros, il commence à être intéressant d'investir dans les obligations pour diversifier les patrimoines. Avant de ça, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez laisser simplement la réserve en forme d'argent dans la compte bancaire. Bien sûr, cet argent-là, il ne va pas rentabiliser, mais non plus, vous n'avez pas énormément d'argent pour faire les rééquilibres, les managements. Et en plus, il faut payer des impôts sur les obligations que vous allez vendre pour faire les rééquilibres. Donc, avec un petit budget, vous pouvez commencer à acheter des obligations, mais ce n'est pas obligatoire. Ça, c'est personnel. Mais avec plus de 50 000 euros, je recommande fortement d'avoir, même que ce soit toute une petite partie d'obligations dans les portefeuilles. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'avoir des obligations liées à l'inflation. Il y a des autres types d'obligations. Quand j'ai dit qu'à partir des 50 000 euros, il faut penser à investir dans des obligations, vous pouvez choisir parmi tous les types d'obligations qui existent dans les marchés. Même dans l'assurance vie, on arrive à acheter des obligations des sociétés qui sont même pas cotées dans la bourse. Du coup, en fait, la gamme des possibilités avec les obligations est énorme aussi. Aujourd'hui, j'ai expliqué les obligations qui sont attachées à l'inflation. Si ça a été utile pour vous, n'oubliez pas de liker la vidéo, commenter ci-dessus, je vais répondre à vos questions. N'oubliez pas non plus que toutes les informations de cette vidéo sont dans la description de la vidéo. Vous allez trouver les liens de ces ETF dans la description. Pour aujourd'hui, c'est tout. Je suis Michael Ravaneda et on se voit à la prochaine.